Mais ma parole, j'étais pas prêt. En fait, Jim Carrey est devenu un enseignant spirituel, carrément. Je vous mets l'extrait, et vous allez voir, sincèrement, c'est vraiment super intéressant ce qu'il dit. I don't exist. So they're all characters that I've played, including Jim Carrey, including Joel Barish, including any of those things. They're all characters. He's not described. Donc là, il dit, je n'existe pas. Jim Carrey est un personnage comme les autres personnages de mes films, finalement. Et ce n'est pas une métaphore. C'est une réalisation spirituelle, un éveil spirituel. C'est d'autant plus étonnant que ce genre de propos, on ne s'attend pas trop à le voir chez un acteur hollywoodien. Donc forcément, je suis allé creuser. Je me suis demandé ce qui s'était passé. Et bon, bah, effectivement, il s'est passé quelque chose. Donc Jim Carrey, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur, je ne sais pas maintenant si les nouvelles générations le connaissent, mais c'est un acteur qui a été très connu à une époque et qui a fait plusieurs films très remarqués, dont au moins un qui est, de mon point de vue, un chef-d'œuvre, hein, de Truman Show. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un film qui décrit la vie de Truman, un gars sans histoire, qui vit dans son bled, et en fait, on va découvrir que toute sa vie n'est qu'une illusion, en fait. Toute sa vie est un show. Toute sa vie est filmée, et il fait partie d'un show télévisé sans le savoir. Et il le découvre petit à petit. Et donc ce sont ses aventures. Et bon, ce film est génial, hein, vraiment. Et il en avait fait d'autres. Il est aussi connu pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bon, un film un peu déjanté, très psychologique. Et moi, je l'avais découvert à l'occasion de The Mask. Comédie romantique avec un peu de science-fiction. Et bon, ben, c'est fait connaître pour ses grimaces. Bon, et du coup, en fait, ce talent pour les grimaces, il lui vient du fait qu'il a eu une enfance très modeste, voire même dure, et que il s'était découvert ce talent-là, et que ça lui permettait d'échapper à la dureté de la vie. Donc ensuite, il est devenu comédien, bon bref. Et donc, ce que je ne savais pas, c'est que, événement ultra tragique, hein, en 2015, sa compagne se suicide, et il est entraîné dans une bataille judiciaire parce que lui-même souffrait de dépression. Alors ça me fait penser... c'est pas la première fois que j'entends des histoires comme ça, d'acteurs qui font des films plutôt comiques, puis en fait on découvre que dans leur vie, c'est tout l'inverse. Donc il souffrait de dépression chronique depuis l'enfance, et donc il devait être habitué à prendre des drogues, des antidépresseurs, et il a été accusé d'avoir entraîné sa femme là-dedans. Donc dans un procès très médiatisé, donc il parle de panique, de solitude et d'un sentiment que tout est illusion. Et donc c'est à travers ces épreuves. Donc déjà on se dit, il a été très célèbre, extrêmement riche à une époque, et visiblement ça fait pas tout hein, dans la vie. Et donc c'est à travers ces épreuves qu'il a vécu un véritable éveil spirituel. Il arrête les médicaments, il se tourne vers la peinture sous forme d'une thérapie, et puis il explore les idées non duelles. L'ego est une illusion, la souffrance vient de s'attacher à une identité fictive, et c'est de ça dont il témoigne. Describing acting. He's exposing identity as a role. Jim Carrey was a less intentional character, Right. because I thought I was just building something that people would like. Donc il dit que Jim Carrey, c'était un personnage non intentionnel, mais que finalement, ça restait quand même un personnage dans le sens où il pensait que c'était ce dont les gens avaient envie. But it was a character, so it's, I played the guy that was free from concern so that people who watched me would be free from concern. Donc il a joué le rôle du gars qui s'en foutait un peu, de sorte à faire que ça inspirait les gens pour s'en foutre aussi un peu. And then at a certain point you go like, okay, well, that's great. But, it's like the one thing, like people talk about depression all the time. The difference between depression and sadness is just, from happenstance, whatever happened or didn't happen for you, or, and... Donc là, il parle de ce qu'il a vécu. Et il dit la différence, et ça c'est important je trouve, entre la tristesse et la dépression. Il dit la dépression, c'est quelque chose qui nous arrive parce que les circonstances font qu'on est triste. Il dit donc la dépression c'est autre chose. Et là c'est vraiment très intéressant. Et je vous dis ça, j'ai fait un burn-out pendant que j'étais directeur technique. Donc c'est pas une dépression, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche. Du coup, ça me parle bien ce qu'il raconte. And depression is your body saying,
I don't want to be this character anymore. Donc il décrit la dépression comme étant, c'est le corps qui dit, je ne veux plus être ce personnage. I don't want to hold up this avatar that you've created in the world. It's too much for me. Je ne veux plus être cet avatar que tu as créé pour ce monde qui est devenu insupportable. You know? And so a friend of mine who's a spiritual teacher has a really good take. His name is Jeff Foster, and his take on it is that they should change, you should think of the word as depressed as deep rest. Donc là, il parle d'un pote à lui qui est enseignant spirituel qui dit que, alors ça marche pas en français, mais pour l'anglais, ça marche bien, c'est dépression, on dit depressed, être depressed, déprimé, et il dit on devrait comprendre deep rest, repos profond, c'est le corps qui demande un repos profond. Deep rest. Your body needs to be depressed. It needs deep rest from the character that you've been trying to play. Bon, je confirme par ma propre expérience de burn-out, hein, pas de dépression, mais je pense que c'est assez similaire. En fait, le cerveau refuse de répondre. On ressent plus rien, on est vide à l'intérieur. Et du coup, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en fait. Hein, je me suis pas pris le chaud avec ça, je me suis dit, je vais suivre ce que mon corps demande, et puis c'est tout. Je me suis reposé, et puis voilà, c'est parti, et c'est reparti, entre guillemets. J'ai repris ma route. Du coup, j'ai quand même été assez surpris de ce discours, qui est très proche, qui est un discours non dualiste, mais j'ai beaucoup apprécié parce que c'est dit avec simplicité, c'est dit avec fraîcheur. C'est pas dit en mode je vous explique, j'ai eu un éveil spirituel et je suis devenu quelqu'un d'important. C'est un partage. Et au final, je trouve que ça démystifie ces histoires. Je dis ça parce que souvent, je pense qu'il y a des gens, ils vivent des éveils spirituels et en fait, ils se posent plein de questions. Est-ce que ça n'était un, ça n'était pas un? Et parce qu'ils sont pas devenus maîtres spirituels, enseignants, je sais pas quoi, donc ils se disent, peut-être que c'était pas un vrai éveil spirituel. Mais en fait, moi je pense que si. Et je vous dis ça parce que il y en a un que j'apprécie pas particulièrement, hein. J'ai lu son bouquin, le pouvoir du moment présent, mais en fait, ce qu'a vécu Eckhart Tolle, mais c'est la même chose que ce que dit Jim Carrey. Un grand moment de dépression, et puis à un moment donné, il a eu un déclic. Soit. Alors ça, je conteste pas du tout. Par contre, c'est tout le flanc qui fait autour, quoi. Alors là, ces enseignements, moi, je trouve ça complètement lénifiant, c'est-à-dire, c'est creux, quoi. Vous lisez son bouquin, il n'y a rien de plus que, finalement, dans les premières pages où il décrit son expérience. Tout le reste, après, pour moi, c'est un peu creux, quoi. C'est un peu du baratin. Bon. Et apparemment, je suis pas le seul, puisque ici on a Lucia Canovi, alors je connais pas du tout, qui est une ancienne disciple, et qui dit la même chose en fait. Hein. Et je pense que ce monsieur a été promu parce qu'il est inoffensif en fait. Sa spiritualité, c'est peu importe ce qui arrive, la souffrance est une illusion, tu n'existes pas, l'ego, tout ça. Mais au final, je pense que ça aide pas tant de gens que ça. Ça peut aider des gens qui se retrouvent dans une situation, justement, de déprime, comme lui, il a vécu. Mais pour les autres, franchement, ça casse pas trop patin un canard. Hein. Et précisément, je pense que c'est pour ça qu'il a tant de succès. Et pour moi, derrière, il y a un aspect politique non dit. Je dis pas que lui n'a pas du tout un discours politique. Hein. Et justement, je pense que ça arrange des forces politiques qui se disent « Oui, c'est très bien, c'est très bien. » File-leur des petits conseils à 2 balles pour pas se rebeller, pour faire de l'introspection quand il y a un truc qui va pas dans leur vie. Bon, des fois, quand il arrive quelque chose, là, sa femme c'est malheureusement suicidée. Il peut plus rien faire. Donc... Et en plus, il est pris dans une tempête médiatique qu'il ne peut pas contrôler. Donc, de prendre du recul sur soi-même, d'utiliser les techniques non duelles, c'est très bien. Mais des fois, c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, je m'exprime mal. Ça n'empêche pas qu'on réalise l'inanité du moi, de l'ego, la vacuité de l'ego, quand on observe les processus mentaux, c'est ce qu'on découvre. Hein. Ça n'empêche pas derrière que il y a plein de situations
où la réponse correcte, c'est d'agir ou de réagir. C'est pas toujours de faire une introspection pour se dire, oui, c'est moi dans ma tête qui me fait des nœuds au cerveau. Des fois, c'est ne pas se faire des nœuds au cerveau, c'est faire l'inverse. C'est aller agir. Donc voilà, Écartolier, pour moi, c'est pas le cas. Il y a une idéologie de la non-action dans tout ce qu'il dit. Quand il parle des problèmes écologiques, il dit oui, ben en fait, si les gens s'éveillent, on va méditer, puis ça va résoudre le truc. Ouais, en fait, tu connais rien, quoi. En fait, tu connais rien à la thermodynamique, tu connais rien au processus industriel, tu connais rien à comment une civilisation ça fonctionne, et tu viens nous raconter que on va se mettre en cercle, méditer, et ça va résoudre le problème. Bah non, bon, bref. Ça, c'est pas de l'éveil spirituel. Il ferait mieux de dire, ben en fait, j'en sais rien, c'est pas mon domaine de compétence. Et là, ok. Et c'est ça vraiment que j'apprécie beaucoup chez, en tout cas dans cette interview de Jim Carrey, c'est il reste à sa place. Il témoigne et point. Et pour moi, ça, c'est propre. Donc voilà. Je trouvais ça très intéressant du point de vue spirituel. Je vais commenter deux petites news qui n'ont rien à voir. Et là, c'est pour parler du changement de civilisation que nous sommes en train de vivre, et pour lequel, pour moi, la spiritualité va être à la fois essentielle, parce qu'on va devoir changer de spiritualité, mais pour vivre dans le nouveau monde, mais aussi pour accompagner ce nouveau monde. Bon, bref, donc là, je mets de côté les aspects spirituels, je commente deux posts. Donc là, ici, il s'agit d'un juge français de la Cour pénale internationale, qui s'occupe de la question de l'État palestinien. Et bon, bah, il se trouve que Donald Trump a décidé de mettre ses magistrats sous sanction américaine. Et c'est là où, en fait, j'ai complètement découvert cet aspect-là, hein, je savais pas. En fait, toute sa vie numérique qui passe par les États-Unis, en fait, est bloquée. Donc, il ne peut plus réserver d'Airbnb, il ne peut plus commander sur Amazon, il ne peut plus utiliser PayPal. Mais si il veut réserver une chambre d'hôtel, du coup il peut pas non plus, enfin ça dépend les sites, mais s'il passe par Expedia, c'est un site américain, il peut plus. Les paiements à travers les cartes bancaires, Visa, Mastercard, Western Union deviennent impossibles. Donc c'est pas juste, t'as pas le droit d'aller aux États-Unis, en fait. C'est la fameuse extraterritorialité du droit américain. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça ? J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, voilà, où j'explique que nous arrivons dans l'ère post-humaniste. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? C'est que ça remet en cause toute l'architecture institutionnelle qui a été mise en place pendant l'ère humaniste. Donc, je ne vais pas tout réexpliquer, mais grosso modo, pour faire simple, l'État-nation, c'est fini. Et que ça vous plaise ou non, c'est déjà le cas. Alors je sais qu'il y a plein de gens, les souverainistes, les nationalistes, les patriotes, patati patata, et puis surtout en France, les gens parlent très mal anglais, donc on est un peu isolés, quoi. Hein. Ils sont un peu dans leur bocal, les Français. Bon, bref. Et ils ne se rendent pas compte de tous ces phénomènes-là. Mais bon, c'est vrai que la nation, pardon, les États sont encore là. Et certains sont encore des États-nations. Mais en Europe, non. Aux États-Unis, je sais pas, ça se discute. Mais c'est en train d'être bouleversé. En tout cas, parmi ce qui change, eh bien, c'est justement les fameuses frontières. Le traité de Westphalie avait mis en place la notion d'État-nation pour dire chacun est maître chez lui. Parce qu'avant ce traité, c'était le gros bordel, en fait. Il y avait des maisons partout en Europe qui se disputaient le pouvoir, hein, des maisons royales, des alliances avec des mariages et tout ça, bref. Et il y avait beaucoup de tensions qui s'étaient exacerbées pendant la guerre des 30 ans. Donc il s'était dit, chaque pays va gérer pour lui-même et par lui-même son territoire sans que les autres n'interfèrent. Sinon, c'est plus gérable. C'est trop le bordel. Donc la notion de frontière fixe, d'être souverain au sein de sa frontière, elle vient de là. Et là, vous voyez que ça, c'est complètement remis en cause avec l'arrivée d'Internet, désormais, et notamment le fait que l'Europe soit une colonie numérique américaine. Donc, ça c'est pas possible dans l'autre sens. Hein. Si l'Europe veut mettre sous sanction les Américains, ça marchera pas. Mais du coup, là, on réalise l'ampleur du phénomène. Si vous ne plaisez pas à Donald Trump, vous n'avez plus de vie numérique. Et
enfin plus de vie numérique américaine, c'est-à-dire quasiment plus de vie numérique tout court. Donc voilà, je pense que c'est important de réaliser. L'État-nation, c'est fini. Et ça en est un très beau symptôme, je trouve. Là, c'est très, très, très clair. Autre post que j'ai trouvé assez extraordinaire, je vais pas le lire, je vous fais un résumé, mais ça parle de ça parle en miroir de cette fameuse bureaucratie dont je vous parle, qui est un anesthésiant spirituel, voire un poison spirituel. La bureaucratie qui s'étend un peu partout. Et l'approche, alors je connais pas ce compte, bon, il y a 42 000 followers, donc c'est un gars IT, c'est Information Technology, donc c'est mon domaine. Donc je comprends très bien de quoi il cause. Hein. Donc il dit... Chief Functional Officer, bon, c'est un poste justement de la bureaucratie, c'est le personnel encadrant. Donc moi j'étais CTO, Chief Technical Officer, et il demande donc un audit des logiciels utilisés dans sa boîte. Alors là, normalement, on va voir les gens, on leur pose des questions, et qu'est-ce que tu fais avec ceci, et pourquoi tu utilises cela, donc Slack, Zoom, Jira, Notion, Trello, Monday, Tuesday, Wednesday. Bon, c'est tous les outils qu'on utilise en entreprise pour s'organiser. Il y en a une chier. Il voulait savoir lesquels étaient les plus essentiels. Donc je vous dis, la méthode classique pour gérer ça, c'est, on va voir les gens et on leur demande. On fait des sondages, des machins, c'est très long, très coûteux. Donc lui, c'est génial, c'est vraiment génial. Il a fait ce qu'il appelle un scream test, donc un test de cri. En fait, la méthode est super simple. C'est pour savoir si un outil est utile, on le débranche. On l'arrête et on attend. On attend de voir si des gens viennent se plaindre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si on débranche, si on donne plus accès aux gens, par exemple à l'outil Adobe qui permet de la faire des créations visuelles, il dit en 10 minutes, les gens du marketing sont venus le réclamer. Et quand on a coupé le CRM, ça a mis 20 minutes. Alors le CRM, c'est le gestionnaire de clients. Mais la partie intéressante, c'est que tout le département ressources humaines, libellé bien-être de l'employé et portail de l'engagement, il a été coupé pendant 6 jours. Et il n'y a pas une seule personne qui s'en est rendu compte. Voilà. Donc, la méthode qu'il propose, c'est arrêter les audits, c'est juste débrancher le truc et voir ce qui se passe. Et si c'est important, il y aura des retours. Et je trouve vraiment cette méthode ultra simple, et la méthode anti-bureaucratique en fait. Parce que la méthode bureaucratique, ça aurait été l'inverse. On va créer toute une usine à gaz pour savoir ce qu'il faut faire, et puis à la fin... En fait, à la fin, on ne change rien, parce que je dis pas toute la bureaucratie, je dis pas tout le personnel encadrant, mais il y a une grosse partie qui est devenue parasitaire, qui ne fait plus que brasser que du vent. Donc là, en fait, voilà. La méthode pour savoir, sans se faire engluer par cette même bureaucratie, c'est ça. Et sur Telegram, j'ai eu un abonné qui est chirurgien, qui m'a donné un témoignage aussi ultra intéressant. Il me dit, donc lui, son métier, c'est d'aider les gens, faire de la chirurgie. Et il m'a dit, on est obligé de faire tout un tas de paperasse, et pour les gens de la bureaucratie, les managers, le personnel encadrant et tout ça. Il dit, mais c'est pas notre métier, nous, et puis ça nous fait perdre beaucoup de temps. Et il a dit une remarque que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est, je comprends bien que des gens, que ça soit important d'avoir un suivi de tout ce qu'on fait, et que ça a un intérêt, tout ça. Mais il a dit, mais c'est pas mon métier, ça devrait être ces gens-là de la bureaucratie qui devraient venir faire leur boulot, et remplir eux-mêmes tous ces stats, toutes ces mesures qu'ils veulent, et pas les gens sur place, de pas le demander aux gens sur place. Donc on a perdu un peu de bon sens, je trouve. Et ça pourrit la vie à tout le monde. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager, si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis un ancien directeur technique qui a passé quasiment tous ses loisirs, tout son temps libre, à s'intéresser à la spiritualité, mais avec un regard de technicien. Donc j'ai accumulé pas mal d'expériences que je vous partage sur cette chaîne. S'il y a des sujets que ça vous intéresse d'avoir un retour dessus, n'hésitez pas à me les soumettre. Si ça rentre dans les thématiques de la chaîne, je me ferai un plaisir de commenter. Et le projet de la chaîne, c'est réconcilier science, spiritualité, société et santé. Parce qu'en fait, dans les milieux spirituels, au final, ce qui m'a le plus déçu, c'est ce côté pas très rigoureux, souvent, de la spiritualité, et aussi déconnecté, en fait,
Il y a une sorte de rejet de la société. Et ça m'a jamais convenu. D'où que je propose une autre approche à travers les sciences cognitives, mais aussi reliée à la période que nous traversons, la période historique que nous traversons actuellement, depuis la sortie des IA, notamment, qui annonce une nouvelle ère, de mon point de vue.